c'est le centenaire de la traversée de la Manche par Blériot, c'est le centenaire de la naissance de mon père, et il y a vraiment très longtemps que je préparais ce vol. Et c'est quand même très symboliquement de pouvoir dire on va faire 35 km au-dessus de l'eau. Ça veut dire qu'on est quand même très confiant sur la technologie et on sait qu'on peut y arriver. On ne peut pas faire mieux que Blériot. Et je pense qu'une personne qui se mettrait exactement dans les mêmes conditions avec son moteur, sans savoir plus que lui faire cette traversée, serait une folie parce que c'est un peu une partie d'échec, on gagne ou on perd. Et dans une commémoration, on espère gagner. Nous, on était très motivés par le fait de construire le ballon. Puis, il nous manquait un objectif vraiment derrière qui nous pousse vraiment à travailler. Et puis un jour, genre, je sais plus trop comment c'est venu à la base, mais on a dû entendre parler de choses. Et petit à petit, on a commencé à en discuter pour rigoler. Oh, on traversait la Manche. Ah, puis on n'y croyait pas parce que c'était trop dur. Puis on s'est dit, bah, si, il faut traverser la Manche. C'est ça le défi, finalement, c'est ça l'aventure. Blériot, à peine remis d'une chute, tenta exploit sur son monoplan Blériot 11 à carcasse de bois et à ailes entoilées. Le 25 juillet 1909, il prend le départ du terrain des Baraques, situé près de Calais. Il atterrit à Douvres, après avoir couvert la distance de 38 km en 32 minutes. La population parisienne lui fait une réception délirante et le monde entier retentit de son exploit. Moi, je crois beaucoup au fou volant parce qu'ils osent, comme Blériot. Alors que les industriels, c'est plutôt des prudents, ce sont des financiers, ce sont des banquiers. Ils regardent ce que ça va rapporter à court terme, mais pas à long terme. Et pourtant, ils en prennent des risques. Quand ils placent leur argent chez Madoff, ils en prennent des risques. Mais ils ne le savent pas. Ils veulent toujours plus d'argent, plus d'argent. Alors que ces gens, finalement, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont fait comme Blériot, ils ont investi, ils ont vendu leur baraque, ils ont hypothéqué. Il faut qu'ils réussissent. Donc, ils ont la hargne et ils y vont. Et ils vont jusqu'au bout. Et moi, j'admire beaucoup. Il faut les encourager, il faut les aider. Avec l'ULM, je suis un des mieux placés au monde pour pouvoir faire voler cette machine à l'hydrogène et on peut de ce fait faire des exploits technologiques, hein, ce n'est pas un exploit physique ou de traverser la Manche qui est médiatisé et donc on va en parler beaucoup plus que si moi j'avais mis une pile à combustible sur un vélo électrique ou sur une voiture. Et le but, c'est de voler en polluant le moins possible, mais aussi de montrer au public qu'on peut utiliser l'hydrogène au lieu de l'essence, afin de sauvegarder la planète pour les générations futures, et même pour nous, puisqu'on commence déjà à voir des changements assez catastrophiques au niveau du climat. Je suis toujours surpris que ça marche.
dans le musée de l'air et de l'espace du Bourget. On se situe juste entre les pionniers, les blériot, voisins, la TAM. Et à cette époque-là, il y a une centaine d'années, il y avait quand même un aspect pionnier qui était autrement plus conséquent que ce que nous, on va faire maintenant. On peut nous considérer aussi comme des pionniers dans la mesure où on va mettre des panneaux solaires sur un dirigeable. Ça, personne ne l'a fait avec un pilote en dessous jusqu'à présent. Mais des dirigeables, on en a déjà fait. Des panneaux solaires, on en a déjà fait voler aussi. Mais personnellement, je me sens un petit peu petit quand même par rapport à ces gens-là. On n'a pas les mêmes risques derrière. On n'a pas la même inconnue quand même. La construction prend quand même pas mal de temps finalement. Ça fait 1 mois qu'on est dessus à peu près. On imaginait que le temps de collage serait bien inférieur à ce que c'est. Et on a quelques retards sur des livraisons de matériel, des retards sur la construction de la nacelle, qui est dû au fait qu'on passe que par des étudiants. Donc forcément ça ne va pas à la même vitesse que si on faisait ça par des professionnels. On sera prêt pour la tentative, ça c'est sûr. Parce que là, le ballon sera fini pour la mi-juin. On a 1 mois et demi de vol d'essai et après 1 mois de préparation pour la tentative. Le but, c'est justement d'avoir un ballon qui soit capable de réaliser ce genre de défi. Et puis ça fait rêver, c'est la traversée de la Manche, c'est quand même un symbole qui est fort. Je veux dire, il y a 100 ans, Blériot faisait ça avec un avion en bois et en tissu. C'est quand même l'aventure. Tous les appareils volants qui ont été construits en France, qui ont été imaginés par des inventeurs, il y a un côté un peu Léonard de Vinci, ils ont traversé la Manche en fait. Parce que c'est vraiment un baptême pour tout ce qu'ils veulent. Déjà, je suis dans un univers d'avions de collection. Le Blériot, ça représente quelque chose. L'aventure de Louis Blériot représente quelque chose. On a cet intérêt d'essayer de garder le patrimoine aéronautique en général et français en particulier en état de vol. Donc, à de nombreux titres, cette aventure était exceptionnelle pour moi. Non seulement c'était l'occasion de refaire un vol exceptionnel sur notre Blériot familial, l'occasion de commémorer le centenaire de la traversée de Louis Blériot, et puis l'occasion de commémorer la cinquantenaire de la traversée de mon grand-père sur ce même appareil. Faire comme Blériot, c'est la devise de la famille Salis, qui sauvegarde amoureusement les appareils de l'illustre pionnier. En 1909, le grand-père Jean-Baptiste, encore enfant, avait fait le vœu de traverser la Manche. Il a réalisé son rêve en 1954 sur ce Blériot 11 entièrement restauré. Décollage de Calais, atterrissage à Leeds, en Angleterre. En 1959, il renouvelle l'exploit pour le cinquantenaire de la traversée de Louis Blériot. En 1976, c'est le fils, Jean, qui refait cette traversée sur ce même avion. Un avion qui vole toujours, mais à ses commandes désormais, il y a le petit-fils, Edmond, qui se chargera, lui, de célébrer le centenaire du vol de Blériot. Faire un vol avec un Blériot et traverser la Manche, si on n'est pas pressé, si on s'installe pour 8 jours, 10 jours, 15 jours dans la période d'été en disant on va attendre le jour favorable pour le faire, un soir, un matin, au milieu de la journée, c'est des conditions choisies. Quand on prend un Blériot qu'on décide 6 mois auparavant que tel jour, à telle heure, on va faire cette traversée, ça devient une mission et ça peut devenir une mission impossible en quelque sorte. Ici, on soude un petit bout de tôle sur le tube, oui. Et de là, tu prends ton truc. J'ai une autre idée. Oui. Tu mets 2 bouts de dural, on trace les 2 travées, on fait ça à la ligne Quedra, oui. On serre ici on met une équerre à 90 et puis on tient ça et ça ne bougera plus. Ouais, je suis d'accord. Et c'est fini. Voilà, bah, si on veut. C'est bien aussi. Ouais, ça évite d'avoir un gros merdier au milieu. Ah oui. Hein ouais, je veux bien vous la couper. Pas de soucis non plus.
Un avion moderne, disons moderne, pour nous moderne, c'est un truc à peu près 40 ans, où on trouve de la pièce. Si vraiment ça marche pas, on peut trouver de la pièce neuve, mais là, il n'y en a pas. Donc il faut adapter, voir si ça marche, remodifier. Quelquefois, ça marche pas du tout. Il faut changer d'optique. Vous imaginez qu'on a un avion, il n'a pas 100 ans, puisqu'il a été monté avec des pièces d'origine, mais en 1934, mais ça reste quand même un avion très très vieux. Là, on a changé les ailes, mais ça nous arrive de temps en temps de changer un bout de bois, etc. Donc il y a toujours un peu de travail sur un Blériot. Là, je suis à fond, là. Attends, j'ai les doigts dedans. Là. Ah, mais j'ai rien sorti, hein. Oui, merci. Ça marche pas. Ça se complique, je peux te dire. Fait chier, Blériot. Quand j'ai fait le court-circuit, j'ai dû endommager la régulation électronique. Et ben, quand j'ai volé hier, j'ai trouvé que ça n'avait pas beaucoup de pêche. Donc je voulais contrôler, effectivement je tournais sur 3 piles et non pas sur 4. La bonne nouvelle c'est que ben, ça marche avec 3 piles, mais la mauvaise c'est que maintenant j'en ai plus de rechange là. Par contre aujourd'hui 14 juillet, je ne vais pas pouvoir commander de pièces, sauf si je cherche à l'étranger. Peut-être faire ça. Je peux même pas chercher sur internet parce que avec l'orage, le modem il a fait comme la pile, il n'a pas aimé la surtension. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein, quand on est au point et que c'est un petit peu précipité avec une date butoir, toujours un petit grain de sable. Même à Dijon, on est loin de Blériot plage. Ça c'est du hangar. Et ces portes ça doit bien faire 9 mètres de haut, je sais pas combien de kilos ça pèse mais au moins ouais. Ça rend pas juste. Ça c'est du hangar. C'est immense. On a l'électricité. Ah bah si, ça c'est vachement bien ça. Ah bah voilà. Ça avec c'est ça, ça qu'on va travailler sur l'enveloppe. Voilà, pour travailler sur l'enveloppe, ça c'est super. Ouais, c'est vrai que c'est une C'est un pont Ah mais en plus il y en a à 2 hauteurs différentes. Ça c'est bien. Ça c'est chouette. Ouais. Quand on devra coller des stickers. Le balai, indispensable pour tout projet réussi. Voilà. Et ouais, ça marche. Et bah voilà. C'est bien. Sinon tu me passes ce qui sort de la voiture. Alors, remarque pour l'enveloppe, ça va pas être facile. J'ai mis ton véhicule. T'as mis ta belle-mère là-dedans? Alors au début on était 2 copains en école d'ingénieur et puis on cherchait donc à toucher la matière d'ingénieur de manière un peu plus concrète
Et nous on s'est dit faut absolument qu'on se lance dans un projet pour faire quelque chose de nos deux mains, de notre vie et de notre formation. Au début on voulait bricoler nous-mêmes dans notre garage et puis on s'est rapidement retrouvé à devoir chercher des fonds parce que ça coûte de l'argent d'acheter du matériel. Et en cherchant ces fonds-là, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait des gens qui bossent vraiment sur la technique à fond. Donc on a recruté des gens, puis petit à petit les gens qui sont venus de plus en plus. Et donc c'est comme ça qu'on a recruté tout le monde. Et on est entre 20 et 30 étudiants. Je crois qu'on est une soixantaine à avoir tourné sur le projet, mais il n'y a jamais 60 personnes en permanence. Thibaut a des bons entraînements, Thibaut est content. C'est pas normal. J'ai hâte de le voir sortir là comme ça. On pourra partir, ce sera chouette. Bon, on a du boulot avant le voyage vers Mars. Allez, contact. Contact. Le problème, c'est d'essayer de réaliser quelque chose en partant avec la conscience tranquille. Et aujourd'hui, pour moi, on n'est pas encore le 24. On a encore 9 jours devant nous. Mais moi, ma mission, c'est d'essayer de partir en vous disant, écoutez, j'ai fait vraiment le tour, je vois pas ce qui peut me contrarier maintenant. Le Blériot, c'est un avion qui se tord dans tous les sens et c'est à peu près la rigidité d'un cerf-volant à moteur. Et parce qu'il fallait trouver de la légèreté par tous les bouts. Le Blériot est un avion qui, quand il avait fait 7, 8, 10 vols, 15 vols, était un avion qu'il fallait reprendre, réviser, reconstruire partiellement. L'exploit était de voler. Je vais tirer d'un bon tiers. Hein? Plein pot, c'était un bon tiers. Oui, mais arrivé à 1500 tours, c'est coupé. C'est pas de la suie grasse comme avant quand même. Hein? Non, puis là c'est quoi ça? Hein, regarde. Ouais, faut regarder les autres, là il fait toujours un peu moins. Et voilà, c'est mieux là, tu vois de l'avoir appauvri là. Et celui du haut, tu l'entends, il est plus sec. C'est efficace. Non mais il a fumé la parce qu'il est bonnette. reparti plein riche tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure en haut il a fumé quand il a mis plein riche. Il est pas gras Ouais. au-dessus, Bah oui, il a un peu de suie, mais on n'a pas fini de nettoyer les... Puis il n'est pas fini de rôder le moteur. Ouais, et puis là, on récupère tout ce qu'il y avait encore dans les échappements. Ouais, puis il faut le rôder le moteur aussi. Il a une heure de Ouais, vol. au son, il est sec. Là, il y a plus de tours. Ça tire. Il n'y a pas 2000, mais Quelle heure il est? un bon 1900. Il est 7h30. On fait un tour? Pièces qui sont un petit peu impressionnantes aujourd'hui par leur technologie, mais ça a été la pointe de la technologie à une époque. Et puis je pense qu'on retrouve le petit côté, c'est des machines qui bien souvent ont du caractère, qui ont des odeurs. Et enfin, surtout, on retrouve dans les vieux avions une qualité de construction, un agrément de pilotage que parfois on ne retrouve pas sur les avions modernes.
Quand tout se passe bien, on dit mais c'est un bonheur, c'est religieux, ce moteur qui a un son très particulier, vous voyez, ce tricylindre, ces 3 cylindres qui pétaradent, une courtelette, c'est rond malgré tout à l'oreille, c'est doux, c'est pas agressif si on veut, et oui, on est un peu envoûté par ce vol du souvenir. C'était là. Un peu. Donc voilà, alors là pour l'instant ça ressemble à une bâche. Et dans quelques minutes, ça ressemblera à un ballon. Quelques minutes d'optimisme. Quelques minutes, ça dépend des quelques. Je dirais que c'est plus qu'un projet de stage, parce qu'encore un stagiaire il est immergé dans un milieu avec des gens qui connaissent ce qu'ils font. Alors que nous, on s'est lancé là-dedans sans aucune connaissance technique. Au début je me suis dit mais un dirigeable, j'ai commencé à voir tout ce qu'il fallait savoir dessus, j'ai trouvé, c'est énorme, putain, il faut rien que la maîtrise, de savoir à moitié comment faire le début de la structure d'un empennage, ça va être impossible. Et puis petit à petit ça rentre, on apprend, on discute, on y va, on essaie, on n'y arrive pas, on continue, on recommence, et c'est comme ça que ça rentre. Et on est surpris de voir à quel point, au bout de quelques mois, on finit par maîtriser des choses qui nous paraissaient une montagne, quoi. Et on apprend ça plus vite quelque part et de manière plus motivante et plus à fond que des cours qui ont pour but aussi d'inculquer de la technique, mais comme il n'y a pas d'enjeu derrière, on apprend finalement beaucoup moins. Et on fait décoller notre avion. Il y a encore quelques petits problèmes de connectique. Et on y est. Plus que l'administration. Téléphone. Un Mirage 2000, je sais faire, je sais l'argumenter. Ouais. Là, c'est pas méchant ce que je vais dire. Prenez surtout pas ça. Non, bien sûr, non, j'ai bien compris. Là, si vous voyez, les questions qui sont déjà posées d'ailleurs. Quid de la sécurité de la bonbonne d'hydrogène, quid de l'autonomie de l'appareil. Disons qu'entre une bonbonne d'hydrogène et puis un réservoir de kérosène d'un Mirage, il n'y a pas tout à fait la même quantité d'énergie. Je sais bien. Et vous savez, par les temps qui courent, avec toutes les explosions qu'on le droit, même si ça n'a rien à voir, D'où l'intérêt de remplacer l'essence par l'hydrogène. Ouais, bien sûr. Alors il faut savoir que l'hydrogène est quand même, à mon avis, de beaucoup moins dangereux que l'essence. La densité de la vapeur d'essence est à peu près la même que celle de l'air, si bien que lorsqu'il y a un accident, à la moindre étincelle, il y a une explosion, tout le monde est brûlé. L'hydrogène est aussi très inflammable, mais étant très léger, sitôt qu'il y a une fuite, ça monte. Et c'est pas à l'état liquide, donc on n'a pas de vapeur d'hydrogène qui va se coller sur les vêtements, on n'a pas d'hydrogène liquide qui va se coller sur les vêtements, et donc il n'y a pas vraiment une explosion. Là, on a quand même pas mal de problèmes parce qu'ils trouvent que c'est difficile techniquement de trouver un créneau entre 6h30 du matin, l'heure à laquelle va voler le Blériot, et 11h, l'heure à laquelle va voler la patrouille de France. Bon, tu connais la législation si bien que moi. Et puis, il dit d'autre part qu'il veut absolument donner la priorité médiatique au Blériot.
Non mais alors je comprends, donc à la limite qu'on ne vole pas exactement ensemble, mais d'abord on pourrait peut-être voler, si le Blériot décolle à 7h, nous on peut décoller à 6h, et puis voilà, on lui fait pas d'ombre, on dit pas à toute la presse que Gérard a décollé. C'est franchement mitigé, donc on va le rappeler là ensemble avec Gérard pour essayer de voir si on peut influencer d'une manière ou d'une autre, mais a priori comme ça me paraît assez mitigé, oui. Et être tributaire de personnes qui ne connaissent pas du tout le produit, qui ne savent pas ce qu'on va faire, qui vont dire finalement ça nous embête de faire les papiers, on n'y croit pas trop, on ne le fait pas. C'est beaucoup plus frustrant que de buter devant un problème technique qui est un petit peu de notre faute. C'est à nous de le résoudre. On a toutes les clés en main pour le résoudre. On peut investir intellectuellement, en temps, financièrement pour le résoudre. Problème administratif, on peut être en face d'un mur indébrouillable. Ça tient pas la route, attends, à aucun niveau ça tient la route ces arguments. Aucun niveau, c'est pas... Le seul argument qui tienne la route, c'est de dire, bah oui, effectivement, on voudrait pas que vous voliez la vedette, voilà. Ça c'est le seul argument. Le gros argument, c'est... Vous vous rendez pas compte, si vous le faites le vendredi puis que vous tombez à l'eau, tous les médias vont être sur vous. Après, même peut-être si vous tombez pas à l'eau. Même peut-être si vous tombez pas à l'eau. Et donc ça nous embêterait. De toute façon, je traverserai, que ce soit le 25, si j'ai un problème administratif le 25 juillet, on le fera après, mais la traversée se fera. Allez, ça suffira pour rentrer là. Vas-y, respire moi. Alors ça c'est un zip étanche, c'est un truc utilisé dans les combinaisons d'astronautes. C'est l'avantage d'être étanche. Monsieur est dedans. Je sais pas si on voit son ombre. Ça va Bastien ? Donc je vous parle de l'intérieur de cette magnifique cathédrale, n'est-ce pas? Je vois le creux. Tu vois le creux, et ben moi je vois le coupable du creux. C'est quoi? En fait, il y en a une qui est bien plus tendue que les autres. Une seule? C'est pas possible. Aloun, tu pourrais balancer la sauce dans le ballonnet? Donc ces ballonnets, en fait, c'est des petits ballons qui sont dans le gros ballon, et le principe c'est qu'ils peuvent se gonfler ou se dégonfler pour que la pression dans le ballon reste toujours la même. Par exemple, si on prend un ballon normal, et ben, si la température bouge ou si la pression atmosphérique varie, l'hélium va s'étendre et donc ça va limite faire exploser le ballon, ou alors il va se rétracter et on va perdre notre forme comme un ballon de baudruche. Et donc là, si jamais ça se rétracte, bah nous les ballonnets se gonflent automatiquement, ça vient remettre en forme. Et à l'inverse, si ça pousse trop, les ballonnets se vident pour compenser le fait que ça tire. Voilà. Donc ça c'est leur boulot, c'est que la pression reste la même tout le temps, quel que soit le soleil, la température et l'altitude. Allô? Ouais. Tu peux couper? Quoi? Tu peux couper. il est rempli. Ouais, t'as une banane dans l'oreille. On n'est pas des vieux baroudeurs de l'aéronautique qui travaillons dans le secteur depuis 20 ans, on n'a pas monté des boîtes pour faire des avions. Donc on apprend tout sur le tas, la gestion de projet, le management, le financement, la gestion des sponsors, de la communication, et en parallèle la gestion de la technique, de la qualité, des délais, la tenue du planning. On arrive là-dedans comme des gamins, on n'y connaît rien du tout et on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend.
Et des fois c'est décourageant de devoir arracher un travail de 3 semaines à 5 personnes et de tout devoir refaire. Et puis de voir notre planning qui dérive petit à petit, puisqu'on a du mal à anticiper les problèmes qui vont arriver, puisqu'on les connaît pas, on les a jamais eus. Ben, c'est pas aujourd'hui qu'on va voler. Hein. Non, je crois que c'est bien parti encore. Ça devrait peut-être pas durer trop longtemps, mais non, ça va durer la journée. Hein. Entre le temps, les problèmes administratifs et puis bien surtout les problèmes techniques. Oui, les problèmes administratifs. On n'a pas pu avoir les autorisations pour voler ce jour-là, donc on a préféré ne pas le faire le 25 juillet, vraiment le jour centenaire, mais le faire dans de bonnes conditions, tout à fait légales au niveau administratif. Il faut savoir que l'avion, ça fait quelques mois qu'on le prépare. On a essayé de le peaufiner au maximum. Il y a eu des vols d'endurance pour tester le moteur, les magnétos, savoir que tout se comportait bien au bout de 45 minutes de vol. Donc on avait pris quand même quelques mesures et il ne faut pas oublier que cet avion a déjà traversé 4 fois la Manche. Allez, on l'amène sur l'herbe. Si tu l'emmènes sur l'herbe, nous on va décrocher l'autre. Voilà, et puis après, c'est l'emballage. On va essayer de la mettre les ailes dans des chaussettes pour abriter. Il paraît qu'il va y avoir quelques orages, donc s'il est sur la route, il faudra bien qu'on évite qu'il soit trop trempé. Je sais bien que Blériot, quand il a traversé, il avait plu et son avion était un peu mouillé, mais le nôtre, eh ben, on va essayer de le protéger un petit peu parce que comme il a déjà pratiquement 70 ans, on va essayer de le préserver.
le centenaire de la traversée de la Manche. Dans quelques instants, l'envol du Blériot 11 avec Edmond Salis. Aujourd'hui, ça se poursuivra demain. Grande manifestation sur le centenaire de Blériot. Une manifestation organisée par Cap Calaisis, Terre de Pâle et son président, M. Philippe Blais. Derrière les arquebusiers, j'ai dit, on va... Très rapidement, quand j'ai commencé à monter, que je dépassais la hauteur de la dune de la plage de la Française, j'ai vu les côtes anglaises, là j'ai rapidement compris qu'il n'y aurait pas d'aspect délicat de navigation. Le moteur tournait parfaitement, donc très rapidement j'ai été détendu et j'ai savouré pleinement le vol. À ce moment du vol, on a envie d'en profiter au maximum, évidemment. C'est quasiment gagné, donc c'est là qu'on savoure le plus. On se demande toujours si c'était pas un rêve après coup, parce que ça s'est tellement bien passé. C'est gagné, c'est gagné. Les gens qui n'ont pas peur, ce sont des inconscients d'une façon générale. Et puis, quand on maîtrise sa destinée, on va jusqu'au bout de ce qu'on a décidé. Et la Manche, en raccourci, si on veut, c'est plus, je vais dire, excitant peut-être de dire pendant 40 km où ça marche, où je finis dans l'eau. Au début, mes regrets, c'était que ça a été mal géré, que ça ne soit pas passé comme prévu, qu'on n'ait pas réussi à tenir nos délais, qu'on n'ait pas fait les bons choix technologiques à des moments. Puis finalement, j'ai fini par me dire qu'en fait, non, ça fait partie de l'aventure. Les problèmes, ils sont là, ils arrivent. Si ça n'avait pas été cela, ça aurait été d'autres. Et que de toute façon, c'est normal, on est expérimenté, on a choisi de faire un défi ambitieux, c'était dans le contrat, donc c'est ambitieux, il y a des problèmes, c'est normal. Ouais. Nickel. Et puis le contrôle en altitude, c'est simplement par déplacement. Avec Ullmann, on venait apporter son œil extérieur. Il a peut-être maintenant pas loin de 20 ans, je pense, d'expérience dans les dirigeables et même plus que ça dans les machines qui volent. Et donc là, on échange nos idées, puis c'est très constructif parce que du coup, on confronte les avantages et les inconvénients de deux solutions différentes, enfin de plusieurs solutions différentes. Oh, il y a encore 3-4 modifications à faire et puis ça pouvait le faire, ouais. Il faut attendre maintenant la bonne météo. En mois de janvier, ce sera bon. Il y a de beau ciel clair. C'est une blague.
Non, mais il faut surtout pas être trop pressé. Il y a un pilote à bord, il faut que toutes les questions soient réglées, il faut que toutes les... Il n'y a pas de certification, mais que tous les systèmes de propulsion, toutes les pièces soient éprouvées, c'est-à-dire qu'on ait au moins fait 1 ou 2 ou 3 fois le temps de vol présumé pour voir si aucune pièce n'est fragile à l'utilisation. Il ne faut pas hésiter à torturer un petit peu le système pour éviter que ça tombe en panne en plein milieu. C'est toujours un petit peu bête quand on a les pieds dans l'eau au milieu de la Manche. Si on n'a pas pu voler à l'été 2009, ben c'est que l'objectif de voler à l'été 2009 pour la traversée de la Manche, il n'était pas réaliste. Et bon, ben ça c'est, pour moi, c'est pas grave. C'est vraiment du temps qu'on passe à vraiment améliorer les choses, s'améliorer nous-mêmes et améliorer nos travaux précédents. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec là-dedans. Okay, Gerard, hi. I'm at the CAA office in central London. The guy has just come forward now and he has the papers and we have the number and the glider is now fully registered and fully legal to fly in anywhere in Europe. Perfect, perfect. Thank you very much. And that's my pleasure and I'm forwarding you the number and all the information you need for your crossing. Yeah, and with this I will be totally legal to fly from France to England, right? You will be totally legal to fly anywhere in the EC. Yeah, yeah, all right. Golf Charlie, Golf Echo Foxtrot. Echo, yes. All right. Excellent. Thank you very much. Bye. Et ben voilà. Alors au niveau du décollage, Sangatte c'est mieux, hein. Cap Griné il est bien aussi, hein. Oui, 130, hein. Oh, mais ça change tout, il y a 34 km. Je croyais qu'il y avait 32. Oh, je vérifie parce que... Il y a 2 km de plus, hein. Là, le travail que je viens de faire en 5 minutes, si c'est vraiment préparer un plan de vol, il faut que je parte 3 jours. Il faut que j'aille à Calais, que j'inspecte tout ce qu'il y a autour de Calais, comme ensuite prendre le ferry, aller regarder de l'autre côté. Là, en un clic, je vois tout de suite où il faut aller regarder. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Donc la tienne, elle va passer dessous. Il y a un sens. Pose là. À plat. Ouais, le tuyau à l'arrière. Je vais prendre l'autre côté. Mais l'arrière à l'avant. Dans l'autre sens, le câble, regarde. Ce qu'il me faudrait, c'est un cutter. Comme ça, je tombe dans l'eau, je peux la... Je te trouve extrêmement prudent ce coup-là. En espérant qu'on n'ait pas à s'en servir. Tu me reçois? Non. Là, tu me reçois? Ouais. Ouais? Ouais, Tu me reçois là, ouais. J'ai pas de retour, moi. Hein? Ah oui, pardon. Là, tu me reçois? Ouais, c'est bon. Impeccable.
La personne qui vole, forcément, elle aime la nature parce que on vole pour être noyé dans l'air, on vole pour pouvoir voir la nature en dessous, pour pouvoir voir les côtes, pour pouvoir voir les falaises, pour pouvoir voir les montagnes. Et donc tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose. Ce ne sera pas une contrainte, c'est au contraire, pour moi c'était vraiment... J'avais beaucoup de choses à gérer ce matin quand j'ai fait la traversée, mais j'ai fait ma traversée sans polluer du tout. Heureusement, il y a beaucoup d'hommes sur Terre qui ont la passion et qui font progresser les choses. Blériot a vraiment fait un exploit. L'aviation, on n'y connaissait rien du tout à l'époque. Il y a d'ailleurs eu beaucoup d'accidents sur des appareils type Blériot après la traversée de la Manche. Il ne savait pas nager. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Moi, c'est le résultat d'un travail de toute une équipe que j'ai mené, bien sûr. Je suis très content d'avoir réussi à le faire en 2009, c'était important pour moi. Il faudra voir dans une centaine d'années, malheureusement je ne le verrai pas si ça a le retentissement de la traversée de Blériot, mais je pense que la traversée de Blériot était quand même plus belle. C'est qui ce monsieur, bon papa? Ce monsieur s'appelle Hubert Latham. Et pourquoi sa statue elle est là? C'est un pionnier de l'aviation, c'est-à-dire un des tout premiers qui a tenté de traverser la Manche. Et il a réussi? Non, malheureusement, il n'a pas réussi. Il est tombé à l'eau. Il s'en est sorti. Il a eu de la chance. Mais tu sais, Romain, il n'est pas le seul à avoir échoué. Parce que ça fait 100 ans que des tas de gens rêvent de survoler la Manche. La première femme s'appelait Harriet Quimby. Elle y est arrivée en 1912 avec le même avion que Blériot. Et puis il y a des gens qui ont tenté l'aventure avec des trucs incroyables. René Lejeune par exemple avec un autogire, une espèce d'hélicoptère en 86. Et il n'y a pas longtemps, Brian Allen a réussi la traversée dans un immense avion à pédales, figure-toi, le Gossamer Albatros, à la force du mollet. Stéphane Rousson, lui, il a essayé avec un dirigeable à pédales, mais il a dû renoncer, il y avait trop de vent. Et puis il y en a plein qui sont tombés, comme Latham, ou plus récemment Gloria Poulen. Elle essayait de refaire voler un vieil avion, mais c'est pas si simple. Et d'autres ont réussi des trucs complètement fous, comme une traversée en chute libre, larguée du haut d'un avion au-dessus d'une rive et en planant jusqu'à l'autre. Ou même déguisée en oiseau, avec des réacteurs dans le dos. Ça, c'était Yves Rossi, en 2008. Et tout ça, parce que la Manche fait toujours rêver les aviateurs. Toi aussi, un jour, Romain, tu te promèneras peut-être dans le ciel avec les mouettes, comme tous ces fous de technique qui sont allés au bout de leurs rêves.